sur Monaco Info, au sommaire de ce journal. Comme tous les ans, 2 étudiants auront la chance de participer à l'opération Student on Ice, une expédition unique que vous découvrirez dans cette édition par les anciens lauréats. Les vœux du maire à la presse et aux communicants de la Principauté, la présentation du premier semestre 2017 de l'agenda des événements du Grimaldi Forum. Cette année encore, 2 lycéens de Monaco vont vivre une expérience unique. Ils ont été sélectionnés pour participer à un projet magnifique, un voyage à la découverte du Grand Nord que nous présentent Patricia Navarro et Sylvain Péromal. L'une est étudiante en terminale L, l'autre en terminale S. Marie-Sophie et Lisa sont les 2 jeunes filles qui ont été retenues pour participer l'an passé à l'opération Students on Ice. Désignées sur concours, elles ont pris part l'été dernier, aux côtés d'une centaine d'autres jeunes venus du monde entier, à l'incroyable croisière dans le Grand Nord que leur avait organisée Geoff Green. Depuis de nombreuses années, il a choisi de sensibiliser les adolescents à la protection de l'environnement en les embarquant pour un périple dans les régions qui souffrent particulièrement des changements climatiques. C'était juste une idée d'utiliser les régions polaires, l'Arctique et l'Antarctique, comme une salle de classe pour les jeunes. Et heureusement, cette idée est une réalité maintenant et depuis 17 ans, j'ai pris plus que 3000 étudiants de 55 pays. Et chaque année, nous avons de la chance d'avoir 2 étudiants de Monaco à cause de le support par la fondation de Prince Albert II. C'est une expérience vraiment qui va toucher le corps, pas seulement la tête. Et ça, c'est très important pour les jeunes ces jours. Chaque jour, c'est plein des activités. Nous marchons sur les glaciers, nous sommes dans les bateaux avec les baleines, avec les ours polaires, mais aussi on fait de recherche dans les défis et des opportunités qui existent maintenant dans l'Arctique. Et il y a beaucoup comme le changement climatique. Et rien de tel qu'une immersion en terre inconnue et menacée pour se rendre compte des dégâts causés sur place par le réchauffement climatique. Marie-Sophie et Lisa ont été les témoins directs de ces tristes conséquences. On a vu de nos propres yeux un glacier qui s'effondrait et c'est normal, enfin, la glace fond en été, ce qui est totalement normal, mais on a vu des images du glacier qui datent de quelques années en arrière. Et il a vraiment reculé de façon impressionnante. Et d'ailleurs, en fait, on a dû changer d'itinéraire parce que l'endroit dont on était censé partir à la base était bouché par pas mal de glace. Et si la glace va si loin et qu'il y a autant de morceaux, en fait, c'est vraiment parce que les glaciers sont en train de s'effriter. Pour les 2 jeunes filles scolarisées à Monaco, il y aura un avant et un après Students on Ice. Elles ont été aussi émerveillées que bouleversées par ce voyage. C'était une aventure assez extraordinaire, dont je garde un super souvenir, ça c'est sûr. Mais ça m'a beaucoup marqué, ça m'a changé. C'est vraiment, quand on rentre, il y a plein de petites choses qu'on n'avait pas remarquées avant, qu'on remarque. C'est même au niveau humain surtout, ça change beaucoup. C'est magique en quelque sorte. Ça m'a fait vraiment prendre conscience et il y a des petits caprices qu'on ne fait plus quand on rentre de Students on Ice. Marie-Sophie et Lisa ont présenté un carnet de voyage aux actuels élèves des 13 classes de première de Monaco, de quoi leur donner envie et les inciter à participer à leur tour au concours qui les départagera et permettra à ces 2 lauréats de partir dans le Grand Nord en juillet prochain. Tous les élèves de première intéressés doivent se présenter le mercredi 18 janvier dans les locaux de la DENJS. Le thème retenu cette année, l'homme et la faune sauvage, avec 2 catégories, la photographie et la dissertation. Vous le savez, vous avez jusqu'à la fin du mois de janvier pour présenter vos vœux. Eh bien, le maire vient de présenter les siens à la presse et aux communicants monégasques. L'occasion pour lui d'évoquer les grands projets de l'année 2017. Et parmi tous les projets annoncés pour 2017, commençons par les enfants avec l'ouverture d'une nouvelle crèche d'accueil, une micro-crèche de 10 places. Elle sera située à la Villa des Pins. Des efforts seront également faits pour les aînés monégasques. Ce que je dis, c'est toujours une personne qui est maintenue à domicile, c'est une personne qui vit bien.
Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un service de maintien à domicile extrêmement développé, mais pour le maintien à domicile, on a rajouté un service coursier pour les petites courses en ville que les usagers ne peuvent pas faire, les bénéficiaires ne peuvent pas faire. Et on a également rajouté la livraison des repas à domicile le soir. Donc c'est quelque chose qui nous avait été demandé par les bénéficiaires et aujourd'hui, en collaboration avec le CHPG, nous allons le mettre en place. Autre projet important, le développement de l'e-administration. Aujourd'hui, on a trouvé un système très simple et donc tous les services financiers, juridiques ont travaillé et informatiques ont travaillé dessus. Et courant 2017, les résidents et monégasques pourront demander leurs actes en ligne. C'est quand même quelque chose de supplémentaire dans le mieux vivre à Monaco. Dans le domaine des sports et du bien-être, la création fin 2017 d'une salle de gym municipale à Nantes, à la piscine du Port Hercule, l'ancienne salle de Guy Mirzuk. Ça va être une salle de gymnastique qui sera municipale. Donc elle sera en fonctionnement totalement municipal, avec une partie étendue sur la plage derrière le plongeoir de la piscine, avec une pergola bioclimatique qui permettra d'utiliser une surface de 100 m² supplémentaire pour les gens qui sont abonnés à cette salle. Dans les autres projets, au cimetière, l'agrandissement du columbarium pour y entreposer des urnes funéraires, ainsi que la création d'un nouvel accès pour les personnes à mobilité réduite. Et enfin, plus gai, le retour des feux d'artifice avec le concours international pyromélodique cet été et plus proche dans le temps, le traditionnel feu d'artifice de Sainte-Dévote. L'opération Îlot Pasteur fait partie des grands projets de la principauté de ces 3 prochaines années. Après les réalisations domaniales des îlots Régnier 3 et Canton, le gouvernement princier continue avec ce projet, l'urbanisation de l'ancienne voie ferrée. Serge Second de la direction des travaux publics revient sur le début de ces travaux au micro d'Alexandra Pagny. C'est un projet assez complexe, ça fait partie des grands chantiers de la principauté, donc c'est la suite de l'urbanisation SNCF donc depuis l'ancienne gare. Donc après la partie logement domaniaux qui a été construit jusqu'à maintenant avec le bâtiment Helios, on continue l'urbanisation de l'ancienne voie ferrée, donc sur 250 mètres de long, 30 mètres de large à peu près, donc on va venir construire sur l'ancienne le mur en pierre, donc il fait à peu près 20 mètres de haut. Donc on va venir démolir ce mur en pierre et y compris encore construire 4 niveaux de parking depuis la nuit de Fontvieille à peu près. Donc pour y construire à peu près 100 000 m² de plancher, en vue d'y abriter donc un parking public évidemment de 900 places, le relogement du collège de l'Annonciade, avec sa piscine, son gymnase et son auditorium, 1500 élèves en capacité, le relogement de l'espace Léo Ferré, à la place du centre commercial de Fontvieille, le relogement de la médiathèque de Monaco, pour remplacer la bibliothèque Lunotari, la Sonothèque, DVD-Tech, la direction d'éducation nationale, qui était encore ici à l'Annonciade, qu'on va reloger dans un niveau de bureau, et puis 7000 m² à peu près de bureaux, livrés bruts, justement, à vocation pour le louer. Les travaux ont commencé à proprement parler depuis janvier l'année dernière. Ça ne se voit pas forcément beaucoup à ce stade-là, comme vous pouvez le voir. Ça va beaucoup mieux se voir, on va dire, à partir de l'été, avec la dernière phase de terrassement. Donc on va venir démolir et creuser jusqu'à l'avenue de Fontvieille. Donc le boulevard Charles 3 tel que nous connaissons actuellement là va disparaître. Toute la circulation va être déplacée sur le boulevard Régnier 3. Et donc là, pour attaquer vraiment la première phase de terrassement. Et les travaux vont s'enchaîner ensuite à partir de janvier 2018 avec le reste et le plus gros de la construction de l'îlot Pasteur, on va dire. L'impact visible, on va dire, pour les riverains, les usagers au quotidien de la principauté, c'est donc la démolition des anciennes pergolas, donc le boulevard Charles 3, le cheminement piéton qui se faisait jusqu'à maintenant un peu à l'abri d'ombrelles et autres. Vu la vétusté de la pergola, a été décidé de démolir un petit peu préalablement au reste. Donc ça va être fait à partir du 16 janvier. On va être amené à couper l'avenue de Fontvieille sur une des voies pour préparer la démolition, donc en occupant la voie descendante par un biais d'échafaudage, essentiellement pour protéger les véhicules qui vont maintenir le trafic sur l'avenue de Fontvieille, on va dire. Et donc c'est la voie montante qui sera supprimée au bénéfice du sens descendant pour accéder à Fontvieille depuis la dorsale. Le Grimaldi Forum a débuté l'année avec la présentation de son agenda que nous réserve le premier semestre. Regardez ce reportage.
De nombreux événements à venir pour le centre culturel du Larvoto. Le Grimaldi Forum nous gâte une fois de plus cette année avec ses événements incontournables comme le Printemps des Arts qui fera cette année la part belle à Berlioz ou encore le Salon Ever qui sera de retour au mois d'avril pour nous présenter ses véhicules écologiques. Sans oublier bien sûr les célèbres Sérénissimes de l'humour qui nous présenteront une pléiade d'artistes tels que Anthony Cavana ou encore les Chevaliers du Fiel. À noter donc dans vos agendas du 22 au 25 mars pour une 12e édition pleine d'humour et de rire. Le Grimaldi Forum continuera de vous surprendre aussi tous les jeudis avec les Thursday Live Sessions pour des after-work en musique. Le 12 janvier, on retrouve les Thursday Live Sessions avec un groupe ska, un groupe qui va nous faire voyager un petit peu dans le temps et dans l'espace. Un groupe qui a eu une époque de gloire et qui s'est reformé récemment pour notre plus grand plaisir et qui est à la fois un groupe de composition et un groupe de reprise. Donc on retrouvera tous les grands classiques de la musique ska. On poursuit le 9 février avec de Liminianas, un groupe sublime qui est dans le creux de la vague en ce moment, dont tout le monde parle. C'est un groupe qui allie à la fois rock garage et musique un peu yéyé. C'est juste sublime, c'est du vrai rock comme on l'aime. Ça sent bon et c'est vraiment très chic et très excitant. On retrouve le 30 mars une nouvelle session des Thursday Live en compagnie de Theo Lawrence, très belle révélation de l'année avec son band qui s'appelle The Hearts et c'est un rock soul tout en classe, un gamin de 20 ans qui a une voix surpuissante et qui est déjà considéré comme un mythe rock par la presse spécialisée. Le 11 mai, pour le printemps, on retrouve un groupe de musique, disons, world. C'est un projet afro-caraïbéen qui a été initié par un trompettiste qui a retrouvé une voix sublime et un producteur, un DJ producteur, pour un mélange juste exquis et qui va très bien pour commencer les beaux jours et finir donc le 22 juin avec une nouvelle Thursday Live Session en compagnie de O-Tiger Mountain qui, comme son nom ne l'indique pas, est un charmant garçon qui a monté un groupe qui s'appelle comme ça, donc qui est originaire de Marseille et avec ce nom qui fait un peu rêver, qui fait penser aux Indiens américains, nous distille une folk pop électro juste sublime. Donc voilà, on va couvrir un petit peu tous les genres musicaux qui, je l'espère, feront plaisir à tout le monde. Car comme vous le savez, c'est une entrée qui est gratuite et il y a une possibilité de réserver, d'ailleurs c'est conseillé, pour avoir sa table ou alors juste venir apprécier à partir de 18h30 dans l'espace Indigo du Grimaldi Forum. Et cette année, Top Marque continuera de nous faire rêver avec ses super bolides dès le mois d'avril. Du rêve donc, du prestige et de la volupté pour 2017 qui sera aussi l'occasion pour les archives audiovisuelles de fêter ses 20 ans le 13 juin à travers ses très riches collections de films et de documents. Et bien sûr, un événement incontournable pour les amateurs de séries télévisées, c'est le rendez-vous des stars du petit écran. Je parle bien sûr du Festival de la télévision qui vous ouvrira ses portes du 16 au 20 juin. À événement incontournable, exposition immanquable, le Grimaldi Forum a choisi de mettre le cap cet été sur la Chine avec sa grande exposition, la Cité interdite à Monaco. Un lieu emblématique que l'on est ravis de présenter. On est vraiment très content de renouer avec un sujet patrimonial. Cette cité interdite qui est à la fois dans notre mémoire collective et en même temps que l'on connaît très peu. C'était à la fois le lieu des résidences des empereurs et impératrices de Chine, c'était un lieu de décision politique, c'était un lieu de culte religieux. Et à travers 300 chefs-d'œuvre, j'oserais dire, venant de cette cité impériale, sous la direction artistique de Jean-Paul Desroches, qui avait fait Chine le siècle du premier empereur en 2001, et son homologue chinois, le professeur Wang Huigong, 200 objets ont été réunis pour véritablement évoquer cette vie de cour sous la dernière dynastie impériale, les Qing, qui vont régner de 1644 à 1911, donc un très long règne, mais qui atteint vraiment l'apogée, le raffinement dans le domaine des arts.
Sur la scène du Grimaldi Forum, Cecilia Bartoli et l'Opéra de Monte-Carlo nous présenteront la Cenerentola les 4 et 7 février dans la Salle des Princes. Le Théâtre Princesse Grace retrouvera quant à lui ses quartiers cette année au Grimaldi Forum pour nous dévoiler des pièces incontournables comme L'envers du décor vu par Daniel Auteuil au mois de janvier ou encore Momo, drôle de fils avec Muriel Robin et François Berléand. Au mois d'avril toujours, les ballets de Monte-Carlo nous dévoileront eux aussi 2 nouvelles créations. Le Grimaldi Forum n'a pas non plus oublié les amoureux de danse et de musique en nous présentant la comédie musicale du film culte Dirty Dancing qui nous promet là aussi de beaux instants au mois de juillet. Cette présentation d'agenda a aussi été l'occasion pour le Grimaldi Forum de renouveler son partenariat avec la compagnie monégasque des banques. Au printemps, le Grimaldi Forum mettra en lumière une exposition qui rend hommage aux 2 des plus grands mythes de l'histoire de l'automobile que sont Monaco et Michel Vaillant. La bande dessinée culte de Jean Graton. Michel Vaillant sera donc au cœur d'une exposition au mois de mai prochain. Nous avons rencontré le fils du dessinateur, Philippe Graton. C'est mon père, Jean Graton, qui crée Michel Vaillant il y a pile 60 ans, en 1957. Et ce qui est stupéfiant, c'est qu'en fait, la toute première apparition de Michel Vaillant dans les pages du journal Tintin à l'époque, c'est à Monaco, c'est au rallye de Monte-Carlo. Et l'idée de cette exposition, c'est vraiment de rendre hommage. C'est un hommage de Michel Vaillant à Monaco et de Monaco à Michel Vaillant. Et ce jeu croisé est très très intéressant parce que tout au long de la carrière de Michel Vaillant, sur le papier, le circuit de Monaco ou le rallye de Monte-Carlo réapparaissent régulièrement et on peut véritablement voir une évolution historique du circuit, mais aussi une évolution graphique du talent de l'artiste qui va aller jusqu'à inventer dans les rues de Monaco la caméra embarquée qu'on verra en télé bien des années plus tard. Puis alors c'est un petit peu également un hommage à votre papa puisque les planches originales vont être présentées lors de cette exposition. Oui, alors c'est très rare que l'on sorte de la Fondation Jean Graton des planches originales, parce que ce sont des documents qui ont parfois plus d'un demi-siècle. Mais là, ça valait vraiment la peine. Pas seulement parce qu'elles illustrent remarquablement Monaco et son évolution, mais aussi parce que ça permet de se rendre compte de la beauté du travail, du trait de l'auteur, qui travaillait à l'époque comme très peu de dessinateurs de bande dessinée au pinceau, à l'encre de Chine. Et surtout, ça permet de voir que la bande dessinée est le seul art où finalement on réduit l'œuvre de l'artiste pour la rendre publique, puisque le format de parution est inférieur. D'où l'autre partie de l'exposition que sont les Michel Vaillant Art Strips, et qui sont en fait des agrandissements très grand format, très spectaculaires, de cases ou parfois même de détails de cases de BD Michel Vaillant. Football, Monaco disputera les demi-finales de la Coupe de la Ligue. Monaco s'est imposé à Sochaux au tir au but 4-3, un partout à l'issue du temps réglementaire. Et puis sinon, vous l'avez vu, en ce moment, il fait très froid. Le temps joue avec nos nerfs. Quel temps fera-t-il pour les prochains jours? La météo. Jeudi, les éclaircies seront de retour, mais le soleil sera gêné par moments par les nuages. Les températures seront elles aussi plus clémentes que les jours précédents, comptez 15 degrés au meilleur moment de la journée. Vendredi, le ciel sera de nouveau nuageux, surtout dans la matinée, et le vent sera lui aussi de la partie. Ce week-end, il y aura davantage de soleil que de nuages, mais le climat sera plus frais que les jours précédents et nous débuterons la semaine avec du beau temps. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Monaco Info. Nous vous remercions pour votre fidélité. Et puis nous retrouvons tout de suite Fabien Bonilla et le ministre des Finances et de l'Économie, Jean Castellini. Ensemble, ils nous parleront de la transparence fiscale. À bientôt sur Monaco Info.